Bonjour à tous. Permettre l'émancipation par la maîtrise du jugement, condition de la liberté individuelle et collective, ne peut se concevoir sans une instruction publique et laïque. C'est cet idéal des Lumières, celui de Condorcet, qui a fondé la laïcité. La Troisième République a instauré la laïcité scolaire avant même la loi de séparation des églises et de l'État. La volonté de fonder une école laïque, une république laïque, est donc bien celle de se projeter dans une société laïque de liberté, d'égalité et de fraternité. Le fondement de cette société, c'est vivre et agir en commun, c'est adhérer à une communauté de souvenirs et de projets et transcender les différences. Cette société ne prône pas l'abstention religieuse, mais se donne des conditions d'être un bouclier contre toutes les assignations communautaires, cléricales et politico-religieuses. En revanche, en conformité avec la loi de 1905, mais j'y reviendrai, c'est bien la neutralité religieuse qui doit prévaloir pour tous les intervenants dans les activités scolaires. À l'école en particulier, il y a nécessité d'un espace idéologiquement impartial, indépendant de toute emprise politique, économique, religieuse ou idéologique. L'école est le creuset de la République laïque, c'est le premier sujet que nous allons aborder avec Dominique Schnapper. Puis avec Charles Coutel, nous rentrerons dans le vif du sujet. Qu'attend-on de l'école de la République? Comment bâtir une école de la réussite pour les élèves? Depuis les années 70-80, il y a une massification de l'enseignement sans permettre une véritable démocratisation. Paradoxalement, l'école accroît la fracture sociale et culturelle alors qu'elle devrait être le principal agent de sa réduction. C'est encore ce que confirmait le rapport PISA, malgré ses limites, publié la semaine dernière. Les principes mêmes du collège unique ou ceux du 80% d'une classe d'âge au baccalauréat, en tant que tels, ne sont pas en cause. Ce qui est en cause, ce sont les conséquences que l'on en a tirées. Ce qui est en cause, au moins jusqu'à une période très récente, sauf dans les établissements les plus réputés, c'est une didactique scolaire abâtardie, trop peu soucieuse de l'héritage culturel et trop centrée sur l'environnement social immédiat, associée à une pédagogie dont l'objet est d'organiser l'enseignement à partir des représentations des élèves. Et d'ailleurs, la loi d'orientation de 89 parlait de l'élève au centre. Aujourd'hui, de nombreux responsables éducatifs évoquent comme seule priorité la bienveillance. La conséquence, c'est plus souvent l'alignement sur le plus petit commun des dénominateurs, le moins-disant culturel, la victimisation sociale ou ethnique qui prévalent. Rarement, il est indiqué que l'élève ne construira pas seul son projet, son propre savoir, et que pour s'élever, il aura besoin que son professeur ait avec lui une dimension prescriptive de guidance et d'autorité. Rarement sont évoquées les questions de l'exigence, du haut niveau de connaissance qui devrait être transmis aux élèves. Ce sont là les conditions de l'accès à l'autonomie dans l'apprentissage et de l'émancipation à plus long terme. Et pourtant, alors ce qu'on pourrait dire, on parle souvent de bienveillance. Charles utilise un terme qui est plus intéressant, on pourrait parler de juste indulgence. Juste indulgence associée à l'ambition sont en fait les conditions d'une véritable pratique pédagogique. Il faut redonner du sens au pacte républicain. L'école de la République doit être conçue comme un lieu où l'on apprend dès le primaire à maîtriser les savoirs élémentaires, lire, écrire, compter, vivre en société aussi, puis couvre tous les champs du savoir et du questionnement scientifique. L'école doit donner les mots pour comprendre tous les langages littéraires, scientifiques, artistiques, fondements de l'esprit critique. Donner les mots à chacun, c'est aussi se prémunir pour l'essentiel contre la violence, en particulier la violence raciste, antisémite, sexiste, homophobe, mais aussi celle du prosélytisme religieux et dogmatique. Mais pour que l'école soit de nouveau perçue comme une chance et un instrument de promotion, pour chacun des élèves et les meilleures conditions doivent être réunies pour que l'enseignement soit efficace. L'école ne doit pas être un ghetto social ou ethnique. Il faut favoriser autant que possible dans les établissements et les classes la mixité sociale et scolaire. C'est aussi ce qu'indique le rapport PISA. Sans cela, l'autonomie des établissements, publics du second degré en particulier, peut se transformer en dangereuse concurrence.
Il faut aussi affirmer l'universalité des enseignements. Le rapport Aubin avait montré la difficulté de la faire vivre. Cela reste toujours d'actualité. Plus que jamais, la charte de la laïcité affichée dans tous les établissements scolaires doit être respectée. J'en rappelle les termes, les principaux termes. Aucun sujet n'est a priori exclu du questionnement scientifique et pédagogique. Aucun élève ne peut invoquer une conviction philosophique, religieuse ou politique pour contester le droit de traiter une question au programme. Nul ne peut se prévaloir de son appartenance religieuse pour refuser de se conformer aux règles applicables dans l'école de la République. En fin de matinée, ou en début d'après-midi, nous aurons deux intervenants, Jacques Lamanière et Anne Pernel, qui interviendront, qui traiteront de l'essentialisation. Alors l'essentialisation à l'école, beaucoup de choses, nous l'avons vu avec des réunions en non-mixité organisées par certains syndicats comme Sud Éducation. Nous l'avons vu avec des organisations de parents d'élèves, Front de mer, qui dénoncent le racisme d'État de l'école. Mais nous le voyons aussi parce que ces deux intervenants sont confrontés au problème de l'accompagnement des sorties scolaires. Nous savons que le principe de neutralité est fortement remis en cause durant les activités scolaires et périscolaires, notamment lors de l'accompagnement des élèves, lorsque les missions sont assurées par des personnels auxiliaires, occasionnels ou bénévoles. Comme avant la loi de 2004, on demande l'impossible aux directeurs d'école et autres personnels de direction, démontrer le prosélytisme si l'on veut interdire l'accompagnement de sorties scolaires par des intervenants porteurs de signes religieux. Il est urgent de se donner les moyens d'assurer la neutralité de l'enseignement dans toutes les activités scolaires. Former à la laïcité les enseignants et autres intervenants dans l'éducation nationale, tel sera le thème de l'intervention après la pause de midi de Jean-Louis Auduc. Les enseignants sont souvent démunis parce qu'ils méconnaissent l'histoire et les enjeux de la laïcité dans la République et dans l'école. Ils sont démunis aussi face aux positions relativistes dont certains élèves se font l'écho. Ils subissent la montée de l'intégrisme politico-religieux. La question de la formation initiale des instituts nationaux supérieurs du professorat d'éducation et celle de la formation continue est donc une priorité. Mais la question de la formation ne concerne pas simplement les enseignants, mais tous les intervenants, directeurs, principaux, proviseurs, inspecteurs, tuteurs pédagogiques, auxiliaires de l'enseignement. Plus largement encore, l'école doit instruire tous ses acteurs au principe de laïcité, valoriser l'universalisme et la fraternité contre les communautarismes et les replis identitaires. Alors cet après-midi, nous devions, avec Jacqueline Costa-Lascou, intervenir combattre l'embrigadement de la jeunesse par la transmission des savoirs critiques. Nous avons dit tout à l'heure que l'école doit permettre de s'émanciper par la pensée critique, de penser par soi-même. En tout cas, l'école ne peut et ne doit pas se réduire au tri de l'information véhiculée par Internet. Elle doit au contraire permettre de construire un regard critique sur tous les modes de communication, d'information, notamment les réseaux sociaux. Elle doit contribuer à déconstruire toutes les thèses complotistes. La priorité à l'école laïque doit être défendue et promue face à... La France est un des très rares pays européens à financer l'école privée sous contrat, essentiellement catholique. Rien ne justifie ce financement qui met en concurrence deux réseaux scolaires, sans les mêmes exigences, au détriment de l'enseignement public laïque. Eddy Caldi, qui a écrit sur ce sujet, abordera de manière très complète ce dossier en fin d'après-midi. Mais il existe aussi d'autres choses. Des réseaux sectaires ou politico-religieux organisent de plus en plus des enseignements dans des établissements hors contrat ou sous toute autre forme. Cela doit cesser. Mais au-delà de ce développement du hors contrat, même s'il reste marginal, reflète bien la volonté d'un individualisme exacerbé, en rupture avec le cadre national unificateur de l'école laïque. Il faut tout faire pour en limiter le développement. Nous le voyons, beaucoup de questions se posent pour faire de l'école laïque une école de l'émancipation et de la citoyenneté. Voilà, tous ces sujets que nous développerons, bien évidemment, vous pourrez intervenir, on verra d'ailleurs, peut-être on interviendra après l'intervention de Dominique Schnapper parce qu'elle souhaite partir assez tôt. Voilà, elle doit partir assez tôt. En fin de journée, donc, comme on l'a dit tout à l'heure, Jean-Pierre Sakoun présentera les propositions du CLR pour une école ancrée dans la tradition laïque et universaliste associée à l'idéal des Lumières.